en tout cas, on te le souhaite, l'ont rendu célèbre, de même que ces fameuses interviews en anglais ou en espagnol. Je plaisante évidemment, il m'a un peu déconcentrée, puisque mon invité du jour est tout autant le professionnalisme que le sourire, la bonne humeur, aussi l'accent du Sud, on ne l'oublie pas. Bonjour à tous, vous l'avez deviné, Laurent Paganelli est sur notre plateau ce soir. Salut Laurent. C'est un plaisir. Merci d'être là. Ici chez vous, c'est la priorité. La Plaisir Provence, partagé. t'imagines. Toute notre enfance. Face à toi, Laurent, pas d'Alex Jacquin ce soir, mais Fabrice Lamperti, qui le remplace, journaliste au service des sports de la Provence. Salut Fabrice. Bonsoir Laurie, bonsoir à tous. Et Rodolphe Tapi-Michaud, qui est également avec nous. Envoyez-lui toutes vos questions, il les relaiera évidemment. Salut Hello Rod. tout le monde. Salut Laurent, merci d'être là. Ah non, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. D'accord. Alors au sommaire du jour, on va parler donc de celui qui nous vient d'Avignon. Pas très loin, donc sa vie, son œuvre, mais aussi de l'Europe. Ça démarre demain, la Ligue Europa Conférence, les barrages avec la réception de Karabag. Et pour finir, du championnat, évidemment, avec une deuxième place à conserver précieusement pour l'Olympique de Marseille. Un programme plutôt riche et qui vous plaît, on l'espère. On va commencer par le commencement, Laurent, donc avec le premier thème de cette émission, logiquement intitulé « Paga, l'homme tout-terrain ». Puisqu'il y a eu le joueur. J'ai 4-4, j'ai des roues motrices. Il y a eu le joueur, il y a le joueur. consultant. Ouais. Est-ce que tu es prêt à te livrer, Laurent, à te raconter? Ah, je peux me livrer. Ouais. Joueur, je ne me rappelle plus. Le consultant, j'ai fait 1 an joueur et je fais 28 ans consultant. Alors, tu nais le 20 octobre 62. Ouais. À Aubenas, en Ardèche. Aubenas, en Ardèche. C'est ça. Ouais. Ton papa travaillait à la SNCF, ta maman était mère au foyer. Ouais. 3 frères qui jouent au rugby. Comment est-ce que tu en viens au ballon rond? C'est terrible parce que je me suis cassé le bras. Je faisais du rugby, je me suis cassé le col de l'humérus et puis voilà, donc j'ai dû jouer à mes pieds pendant 1 mois et demi et puis j'ai vu un gars qui est venu me voir, il m'a dit mais tu es pas mal au foot, alors écoute, viens jouer au foot. Par contre, ils se sont foutus de ma gueule pendant toute ma jeunesse. Ils m'appelaient le pingouin, tes mains ne servent à rien, quand tu marques un but, vous embrassez. En fait, j'ai eu la totale. Hein. Non, mais bon, dans la bonne humeur. Mais moi, je suis venu au foot comme ça, voilà, finalement, à cause d'une blessure au bras. Sinon, j'aurais joué au rugby. Ouais. Tu as converti le reste de la famille au foot ou pas? Que dalle. Ça ne toujours pas que ça se joue à 11. Et ça n'a pas joué dans quel club j'ai joué. Non, mais je ne les ai pas convertis. Non, mais bon, ils m'ont suivi un petit peu quand même. Ils m'ont suivi un petit peu. Voilà. C'était logique aussi de supporter leurs petits. Voilà. Mais bon, sans plus. Hein. J'avais vu 500 matchs de rugby parce que j'aimais le rugby et je n'avais pas vu un match de foot. Donc je suivais mon père sur tous les terrains de France et de Navarre de rugby. C'était un régal. Tu as déclaré dans une interview à SoFoot en 2016, donc je n'ai jamais eu dans ma tête la vocation de faire une carrière de footballeur. On l'aura compris, c'était J'ai parlé à SoFoot, moi. C'est tout à fait. Alors écoute, j'ai fait mes recherches. Il me semble que tu leur as parlé. Qu'est-ce que je leur ai dit? Tu leur as dit que tu n'avais jamais eu dans ta tête la vocation de faire une carrière de footballeur. Non, c'est vrai. Et je le pense toujours d'ailleurs. Hein. J'ai jamais fait une carrière de footballeur, c'est vrai. On jouait dans la cour de récréation, on s'éclatait, on aimait le foot parce que c'était un loisir, c'était un plaisir avant tout, quoi. Et puis on ne pensait pas devenir pro, on collait les étiquettes Panini, on aimait le foot, voilà. Et puis c'est tout, quoi. On faisait l'école buissonnière pour jouer au football. Et c'est vrai que même quand j'étais dans ma carrière professionnelle, j'ai jamais pensé que c'était un métier et j'ai jamais assumé le fait qu'il fallait, qu'il fallait s'entraîner à fond, ça a toujours resté un plaisir et voilà. Donc je suis resté toujours même Peter Pan dans la cour de récréation toute ma vie. Ouais. Ça aurait été différent si tu avais eu 15 ans là aujourd'hui ou pas? Oui, ça aurait été différent. Ouais. Ça aurait été différent. Ouais. Je ne serais pas du tout parti dans une carrière professionnelle de foot. Non, je déconne. Non, ça aurait été différent. Ouais. Ça aurait été différent parce qu'il y a une approche différente, il y a un cadre différent, il y a des structures différentes. Le métier s'apprend logiquement. On parle plus de foot. Voilà. À l'époque, on était un début de centre de formation et on ne parlait pas foot. On faisait du foot et puis on avançait. Par exemple, il fallait monter on était 16, il fallait monter les marches comment on appelle ça, du stade et les 11 premiers qui arrivaient, ils jouaient le dimanche, quoi. C'était un peu ça l'image. L'image, elle était... Tu disais, c'est plus un loisir avant. Ouais, c'était plus un loisir. Ouais, c'est un loisir. Voilà, c'est un loisir. Maintenant, dès le départ, quand tu vas dans ton club à la MJC Avignon, si j'étais là, il y a une organisation de base qui fait que tu es formé et que tu veux. D'ailleurs, c'est sélectif. Malheureusement, dans les clubs amateurs, ça devient sélectif et voilà, et progressivement, on te forme à ça et puis les structures sont faites que moi j'ai commencé à 15 ans et demi, maintenant on ne jouerait pas à 15 ans et demi, voilà. J'ai commencé à être blessé à 17-18 ans et on ne le saurait plus maintenant, on ne saurait plus la même chose, voilà. Physiologiquement, mentalement, je vois la photo qui me fait bien rire là. Alors c'est quoi cette photo?
Ça, c'est quand je jouais à la MJC Avignon, tu vois, on avait un sac, on préparait nos sacs, tu vois, pas comme les footeux de maintenant. Voilà. Une fois j'ai fait un match de foot, d'ailleurs, à Toulon, et j'ai ouvert mon sac et j'avais pas mes crampons dedans. C'était rigolo, donc j'ai joué avec les chaussures d'un copain. Ça, c'était à Toulon, voilà, c'était l'arrivée de Toulon. Mais c'était un football différent, voilà, qui était fait de camaraderie, de copinage. Je trouve que le football maintenant est devenu plus un sport individuel dans le collectif. Voilà, et maintenant, avant, c'était plus collectif. Voilà, Doudou Jambion, Platini, tout ça et tout. Platini. Oui, c'est ça, c'est le hasard qui t'amène au foot, mais tu vas finir par évoluer aux côtés de Michel Platini, ouais, tu vas bien devenir sûr, professionnel. Bien sûr. Alors, il y avait le talent aussi quand même. Non, mais le talent, tout le monde pensait que vraiment que j'avais du talent et que j'étais doué. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis retrouvé là un peu au hasard. C'est fait en 3 semaines. Hein. J'étais dans ma cour de récréation en 3 semaines, les sélections, les machins, un match télévisé, un match 3 buts, je crois. Et puis c'est parti là comme ça. Le lendemain, tous les recruteurs qui débarquent à la maison. Et voilà, tu n'as même pas le temps de la réflexion. Allez, tu vas faire du foot. Sûrement que je vais faire du foot, j'ai envie d'y aller. J'aime bien y aller, je jouais au foot toute la journée, je m'entraînais 2 fois par semaine. On te dit, ta passion, tu vas la faire. Et moi, je tapais sur un mur, un immeuble dans lequel j'habitais. L'immeuble, je déplaçais de 20 cm, hein, à force de frapper dessus. Il s'est décalé au fil du temps, l'immeuble. Donc j'aimais ça. Voilà, je faisais pas mes devoirs, j'aimais le foot. Quand on m'a dit à faire du foot, sûrement je veux faire du foot. Hein. Taper dans un ballon, mais le football, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas que taper dans un ballon. Et tu penses qu'il y a plus de pression aujourd'hui pour un joueur de foot professionnel qu'avant ? Non. Non, il y a moins de pression. Il y a moins de pression aujourd'hui ? Ouais, il y a moins de pression parce qu'avant, tu avais une vraie pression parce que les gens, ils étaient là, ils étaient derrière, ils attendaient quelque chose. Moi, quand je signais à Saint-Etienne, tu étais stéphanois, tu avais 3000 personnes à l'entraînement, tu vois. Quand tu allais t'échauffer, tu allais sur l'annexe, tu traversais les gens, tu signais des papiers, tu avais le temps de faire un sprint, tu revenais. Plus de proximité aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu avais cette pression de te dire, putain, il faut être à la hauteur de ce que demandent les gens. Tu étais proche des gens, de la proximité. Maintenant, ta carrière, je dirais, elle est quand même guidée, tu vois, ouais. Je veux dire, si tu es bon, en 3 minutes, on dit tu es extraordinaire, tu signes des contrats. Si tu n'es pas bon, tu signes ailleurs, tu trouves quand même. Tu vois, je veux dire, tu peux orienter. Donc je dirais qu'il y a moins de pression. Parce que tu sais qu'il y a toujours un débouché à quelque part. Il y a toujours un débouché. Donc tu peux construire ta carrière. Avant, tu ne la construisais pas. Tu ne savais pas de quoi était fait le lendemain. Ouais. Tu ne savais pas. Si tu n'es pas bon, tu te blessais, tu disais, tu rentres chez toi. Tu avais arrêté tes études, tes machins, et tu fais quoi le lendemain? Allez, tu vois. Et donc, mais on n'avait pas ce souci. Maintenant, je pense que voilà, c'est pour ça que la différence, elle est là maintenant. Je pense que déjà, je vais dire les choses clairement, si j'avais eu 15 ans maintenant de l'époque, j'aurais été milliardaire en signant sans avoir joué. Il faut dire les choses comme elles sont. On t'aurait filé un contrat de folie, rien que sans jouer. Donc, bon, déjà là, et après, ton premier contrat pro, tes machines, t'imagines. Donc l'approche aurait été différente. Et puis, on aurait dit, on le prend, on est obligé qu'il y ait une réussite avec lui aussi. On va l'amener. On va voir, tu vois ce que je veux dire, il y a tout ce qui est entouré autour de toi pour t'amener au maximum. Moi, je me rappelle quand je jouais, la nuit, j'avais une carie aux dents, j'avais mal aux dents toute la nuit. Non, mais c'est vrai, on était là-dedans, on mangeait n'importe quoi. Je sortais, je allais au cinéma, tu mangeais les glaces à 8 boules, les pop-corn et les machins. Non, mais c'est vrai. Maintenant, on ne peut plus imaginer tout ça. Ça veut dire que tu arrivais vite à l'époque, mais tu pouvais aussi vite disparaître? Bien sûr. C'est ça. Du jour au lendemain, moi, j'ai vu des potes disparaître du jour au lendemain. Hein. Et puis, tu gagnais. Moi, je vais dire, quand j'étais champion de France en 81, mon salaire de maintenant, puisque les gens parlent, c'était 1 500 €. D'accord, tu es champion de France, tu avais 1 500 €. Et tu en dépensais 3 000 dans le mois. Moi, quand j'ai arrêté ma carrière, je devais plus d'argent que ce que j'en avais gagné. Parce qu'on n'était pas dans cette. Après, plus tard, ça a été un peu plus. Voilà, équilibré, pardon. Mais bon, maintenant. Mais c'était, franchement, une belle vie de footballeur. C'était une belle époque pour le football. Franchement, c'était une belle période de foot. On te surnommait le petit Mozart, puisque le 25 août 78, tu deviens donc à 15 ans, 10 mois et 5 jours, le plus jeune joueur à fouler une pelouse de Ligue 1. Tu remplaces Dominique Rocheteau à la mi-temps d'un match contre le PSG. C'est allé trop vite, trop tôt, du coup? Ça a été vite. Même si après j'ai joué une mi-temps, c'était Robert Bé, entraîneur, il m'a dit viens t'asseoir à côté de moi, il m'a dit tu vas encore attendre un petit peu quand même avant de rejouer, parce que tu as quand même de la progression malgré tout le talent comme présumé à cette époque-là. Voilà, j'ai appris ce jour-là quand même que là il fallait quand même gravir des échelons et que j'en étais très très loin. Moi, j'étais très très loin. Mais c'était fantastique. C'était l'insouciance et c'était beau. Mais avant de rejouer vraiment en pro, j'ai mis 1 an et demi derrière. J'ai vraiment joué à 17 ans en pro avant de progresser. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était au Parc des Princes, en plus, devant 50 000 personnes, mais qui était vert à l'époque, le stade. Il était vert quand tu jouais au Parc. C'était Saint-Etienne, c'était la grande équipe du moment. Et tout le peuple français était vert, quoi. Tu es dans cette équipe-là avec des grands joueurs que j'avais découvert 3 mois avant. Je te dis,
je collais leurs étiquettes. 3 mois après, je venais d'arriver. Je me retrouve avec eux, tu me retrouves dans l'avion où tu sais pas où te mettre. Tu vois, je m'étais mis à côté du pilote parce que je dis, il n'y a que vous à qui je peux parler, quoi. Et non, mais c'était quelque chose d'extraordinaire parce que voilà, je vivais une expérience fabuleuse. Pour un gosse, c'était fabuleux. C'était comme de se dire, mais finalement, le Père Noël, il existe, quoi. Et, il y a quelques jeunes encore aujourd'hui qui sont projetés comme ça devant la scène des Nasri. On voit qu'il était sur le bord du terrain et puis 2 ans après, il est sur le terrain. Enfin, ça existe encore, mais c'est vrai ça existe encore. Ça existe encore, mais comme je disais, pas qu'ils étaient programmés, mais à quelque part, voilà, il y a eu une évolution logique. Tu vois, c'est vrai qu'ils sont vite venus, mais il y a quand même eu pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vois, une évolution logique. Moi, je suis arrivé, j'ai posé mes valises, j'ai fait un entraînement. Tu vois, l'entraînement, tu viens, on avait 16 pros à l'époque. Il y en a 4 qui sont blessés ou qui sont malades, et tu vas rentrer, tu vas venir. Tu t'imagines avec tout ce que ça amène, quoi. Tu te retrouves là, et ton sac, et tes machins. Ça a été une journée très difficile pour moi. Ouais. J'avais qu'une envie, c'était de me retrouver sur le terrain, parce que là, ça reste le carré vert. Ce que l'on aime quand on est footballeur, il n'y a que le carré vert qui existe en fait. Tout ce qu'il y a autour, ça a moins d'importance. Et puis de me retrouver avec mes potes le lendemain, voilà. Et puis voilà. Puis il n'y a pas le portable, tu n'appelais pas les parents, les machins. Et ils ont su à la radio que je jouais, quoi. C'était quel joueur? Tu as réussi à garder ton insouciance après ce premier match? Oui. C'était facile? Oui. J'ai fait beaucoup de conneries d'ailleurs. J'ai gardé mon insouciance, j'étais un déconneur, et j'ai gardé ça parce que je me suis dit, punaise, profite, parce que après quand tu vas atterrir dans le monde des pros, c'est plus pareil. Là, j'ai quand même compris beaucoup de choses à ce moment-là. Voilà. Et donc effectivement, tu grandis vite. Hein. En 45 minutes, dans une journée, tu grandis vite. Tu grandis trop vite, c'est ça un peu le problème. Tu grandis trop vite, donc j'ai toujours voulu, dès le lendemain, commencer à faire des conneries, quoi, tu vois. Donc j'ai pris ma carabine et j'ai tiré sur les arbitres. De suite, je suis revenu dans la réalité, quoi, tu vois. Non, mais il fallait ça. Et comme joueur, quel joueur j'étais? J'étais un joueur, d'ailleurs, j'étais un joueur qui était libre dans ma tête. Je pouvais tout tenter, tout essayer, et j'avais envie, tu vois. Et un jour, je me rappelais toujours cette phrase de Robert Herbin dans ma tête qui disait pas grand-chose, et puis d'un coup, j'entends « Il faut pas perdre le ballon ». Putain, mais c'est quoi pas perdre le ballon? C'est pas moi, est-ce que c'est pas perdre le ballon? Si je dois pas perdre le ballon, je tente plus rien. Je le prends et je le donne au premier mec qui est à 2 mètres à côté. J'ai pas perdu mon ballon. Et non, mais tu vois, c'est terrible comme phrase parce que elle te résonne. C'est Robert Rabin, c'est le mec, c'est le sphinx, c'est le gars, tu sais. Il faut dire que les personnalités, Dieu sait que vous en connaissez des personnalités, quand une personnalité, elle te dit quelque chose, tu l'écoutes et c'est une onde de choc. Et pas perdre le ballon, et là, tu vois, cette phrase-là, elle m'a marqué à vie. Là, j'ai compris que j'allais avoir du mal à devenir un footballeur professionnel parce que moi, le football, c'était tenter des choses, oser des choses, prendre des risques. Voilà, tu vois, c'était ça pour moi le football. Et essayer de dribbler 10 mecs, voilà, tout ce qui était. Et après, j'ai compris que non, le football, c'était pas ça. C'était une organisation, c'était des déplacements avec, sans ballon, voilà, tout ce qui fait que tu prends pas des risques de partout, dans toutes les zones, tu perds pas des ballons, il y a de la tactique, de la technique, voilà, tout ça qui fait que tu deviens un grand footballeur ou un très grand footballeur. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Il faut tout assimiler, tout assimiler. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu la carrière qu'on te prêtait, justement? Parce que, déjà, je pense qu'on a pensé que j'étais très doué, ce que pouvait être le cas, mais que ça ne suffit pas. Le don ne suffit pas, contrairement à ce que l'on peut croire. Le don ne suffit pas. Il y a plein de choses qu'il faut à côté. Le don, c'est une partie, hein, mais après, il y a plein de choses qui existent, comme je dis. Il y a la rigueur, il y a la vie de tous les jours, il y a l'analyse des choses, il y a l'adaptation, il y a les gens qui t'entourent. Parce que voilà, ils peuvent t'amener une chose, mais il y en a d'autres qui t'amènent d'autres choses aussi, et c'est important d'avoir des gens qui te font comprendre le foot, comme je disais, les déplacements, qui te font comprendre les moments difficiles. J'ai pas eu les personnes qu'il fallait dans les moments difficiles, j'ai pas eu les personnes qui auraient dû être là au moment où je comprenais pas les choses, et donc j'ai pas eu le caractère pour pouvoir passer au-delà de ça. Il m'aurait fallu un plus grand caractère, voilà, une plus grande personnalité à ce moment-là, j'ai appris cette personnalité. J'ai grandi finalement avec toutes les blessures que j'ai connues dans cette période-là. C'est ce qui m'a fait grandir et être une autre personne finalement. Ça m'a permis d'être une autre personne. Mais j'ai pas réussi dans ma carrière parce que au moment où j'avais besoin d'être quelqu'un d'autre ou d'avoir d'autres personnes, j'ai pas eu ni l'un ni l'autre. Est-ce que tu penses qu'il y a le facteur chance aussi qui joue beaucoup? Oui. Le timing, tout ça? Oui, c'est important. C'est important parce que je vois par exemple que souvent j'ai été blessé dans les périodes où j'étais, tu vois, où j'étais au moment où, donc la chance, oui, le choix du club aussi qui fait que, je dirais pas que Saint-Étienne n'était pas le choix qu'il fallait, mais on va toujours dans le club parce qu'il est en haut. Non, il faut qu'il y ait aussi des personnes. Tu vois, j'aurais été à Nantes, ça aurait été une autre approche.
avec Chiodo, Denouet, machin, qui est peut-être plus adapté à ma personnalité, à mon caractère. Mais même si à Saint-Etienne, j'ai appris plein de choses, j'ai vécu plein de choses. Donc c'est vrai, mais le facteur chance, il est énorme. Surtout dans cette période-là. Surtout dans ces périodes-là où toutes les blessures, les fréquentations, il y a plein de choses qui rentrent. Une question de timing, en fait. Ouais, la chance, c'était... Il y a des gars qui n'ont pas fait de carrière alors qu'ils auraient pu la faire, et il y a des gars qui l'ont faite alors qu'ils n'auraient pas dû la faire. Ouais. Il y avait quand même cette chance-là et des choses qui faisaient que... Il y a Loulou27 qui dit que tu étais un diamant brut qu'il fallait polir. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est gentil. Vrai. Ouais, mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Il faut... non, parce que ouais, non mais c'est vrai. Puis je pense que quand même, et ça c'est important quand les clubs viennent chercher les joueurs et qu'ils les prennent assez jeunes, il faut penser qu'il y a un devoir, quand même aussi. Il y a un devoir des clubs. Voilà, c'est pas simplement on te fait venir, on te prend. Et effectivement, on te prend, t'es brut, il faut te polir. Oui, il faut te polir, il faut t'amener, il faut comprendre, il faut t'amener, comme un professeur qui va s'attacher auprès des élèves. Tu vois, à ce qu'ils aiment. C'est pas un peu le rôle du coach aussi ? Oui et non, parce que le coach, malheureusement, et on s'en rend compte de plus en plus, c'est qu'il y a tellement de choses à gérer que tu ne peux pas tout gérer. À l'époque, c'était plus facile, mais tu as la personnalité du coach. Donc, tu as intérêt d'avoir aussi des adjoints, des gens à côté de toi qui font que, ils vont te permettre d'avancer. Mais c'est vrai que c'est le rôle du coach. À l'époque, c'était le rôle du coach. Maintenant c'est plus difficile pour un coach. C'est pour ça qu'on voit des staffs de plus en plus étoffés, parce que le coach, il a sa priorité qui est maintenant de gagner des matchs et de mettre l'effectif qui va lui permettre de gagner des matchs. Il ne peut pas s'occuper de tout et là, c'est un peu la difficulté. C'est pour ça que des fois, on voit des choix de coach, on se dit, putain, mais c'est peut-être pas les bons choix. Mais lui, il est obligé aussi de mettre tout en œuvre pour que tout le monde, tous les joueurs soient impliqués. Donc nous, de l'extérieur, on juge, mais de lui, de l'intérieur, il est obligé de voir les choses autrement. Maintenant, c'est plus devenu du coup le rôle de l'agent, peut-être, qu'il n'y avait pas avant. Ouais, puis même des adjoints, puis même des gars qu'on peut étoffer dans un staff, parce qu'il y a des bons et des mauvais agents qui font qu'eux aussi, ils ont d'autres priorités. Donc il y a beaucoup de personnes qui font, et puis ton président aussi il est là pour ça, et tout dépend, on connaît. Enfin, on l'a vu à l'époque. Et ouais, non mais c'est vrai, c'est important. Mon grand-père faisait beaucoup. Toute personne est importante. C'est bête à dire, mais un stadier peut être important, un mec qui t'en a plus peut être important. C'est lui des fois que tu te trouves tu es malade, tu es à l'hôpital, et c'est peut-être la femme de ménage qui va te guérir. Parce qu'elle est là et qu'elle existe et qu'elle va t'écouter, elle va te comprendre. Et souvent, à ces moments-là, tu as besoin d'être écouté. 15 ans et demi, 16 ans, 17 ans. Et des fois, tu tombes sur des personnes. Et combien de gens tu rencontres dans la rue, ils sont assis, ils sont dans leur coin, ils sont à leur chien, ils demandent 1 euro, mais tu vas parler avec eux. Tu vas vouloir leur faire plaisir, vouloir parler avec eux. Et c'est eux qui, en plus, qui sont dans la misère, qui vont t'apporter ce plus. Et c'est ça qui est important. Les personnes que tu vas rencontrer, c'est là, la chance, elle est là aussi. C'est les personnes que tu vas rencontrer au moment où tu es dans la difficulté. Pas des moments où tu marches bien, mais dans la difficulté, qui vont t'amener quelque chose. Voilà. Il y a un goût d'inachevé, ça reste une blessure pour toi, une souffrance ou pas ? Oui, ça reste. Oui, il y a un goût d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui avaient investi sur moi. Même mes parents, la famille, tout ça, les mecs heureux, les coéquipiers. Mais pour moi, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que alors que j'avais arrêté le milieu du foot, que je continue à faire ce métier-là de l'autre côté de la ligne. Et même si j'avais été souvent remplaçant, donc je connaissais déjà ce côté de la ligne. Mais c'est important pour moi de continuer ma carrière comme je l'ai fait et de la façon dont je l'ai fait. Voilà. Parce que moi, je l'ai fait à ma façon, mon homme de terrain, je l'ai fait par rapport à mon vécu de footballeur et par rapport à ma vie de footballeur. Par rapport à mes moments de difficulté ou de réussite et tout ça. C'est pour ça que je travaille de cette façon-là. Voilà. Parce que je sais qu'à quelque part, j'ai vécu quelque chose, je ne l'ai pas achevé de cette façon, donc je l'achève d'une autre, mais je comprends. Voilà, j'ai beaucoup de respect et d'affinité avec les joueurs, les gens qui vivent sur un terrain, parce que je connais aussi des difficultés. Elles existent. Voilà. Donc c'est pour ça que je le fais de cette façon aussi. Il y a Juan José Angelo. Au-delà de dire grande jugador, il dit à votre époque, il n'y avait pas plus d'humanité dans le foot qu'aujourd'hui. Il y avait plus d'humanité. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr qu'il y avait plus d'humanité. Mais c'était logique. On construisait les choses. Quand on construit les choses, il y a beaucoup plus d'humanité. C'est logique. Après, quand les choses sont en place et quand les choses évoluent, il y a moins d'humanité. Et c'est un petit peu logique aussi. C'est un petit peu logique. Tu avais des vrais rapports. C'est-à-dire qu'avant, tu te disais les choses. Tu pouvais
t'engueuler, tu pouvais t'embrasser, tu pouvais pleurer, tu pouvais chanter, on commençait ensemble, on finissait ensemble, on était une équipe, puis les joueurs restaient plus longtemps dans les clubs, tu vois, tu connaissais la couleur de ton maillot, tu vois, tu étais ensemble, tu réussissais ensemble. Si la personne, elle réussissait individuellement, c'est que collectivement, les autres l'aidaient. Quand tu perdais un ballon, le mec, il faisait l'effort, quand tu faisais l'effort, il t'engueulait, quand tu le faisais après, c'est bien, c'est ça qu'on veut, tu étais porté par les autres, tu étais porté. Il n'y avait pas une réussite individuelle, elle n'existait pas. Maintenant, je le dis, maintenant, tu fais ta carrière individuellement. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un sport individuel dans un sport collectif. Ouais, mais c'est logique aussi, c'est l'évolution qui veut ça. Franchement, tout le monde est arrivé, l'argent est arrivé, les télés sont arrivés, l'évolution fait que, mais c'est logique, c'est bien. Moi, je trouve qu'on ne peut pas comparer les époques et on ne va pas parler comme un vieux con en disant avant c'était mieux. Non, je trouve maintenant c'est bien aussi, c'est très bien aussi. Le football, il a évolué, c'est comme ça, et tant mieux, et tant mieux. Il faut une évolution dans les choses. Parce qu'on ne peut pas rester toujours, tu vois, de la même façon, dans le même fonctionnement. Non, mais c'est vrai qu'avant, on s'éclatait. Moi, tous mes potes, quand je les retrouve, on ne parle pas de football, on parle de toutes les conneries qu'on a vécues ou d'un moment précis. On ne dit pas on a gagné ici, on a perdu là. Non, on vit des moments précis, des moments de vie, quoi. On parle de moments de vie. Voilà, et ça, c'est important. Et toutes les personnes que l'on a connues, on les aime, quoi. Et quelque part, on les aime. Même si on a eu des difficultés à un moment, même si on a eu des tensions, on les aime quand même. Voilà, on les aime. Bon, après, maintenant, je ne sais pas de la même façon qu'ils s'aiment. On arrive même à s'embrasser sur la bouche des fois. Mais c'est plutôt rare. C'est depuis qu'on a le masque, ça. À quel moment, Laurent, tu te dis, du coup, tu as ce déclic, tu te dis que tu vas raccrocher les crampons? Très vite. Même quand j'étais champion de France, à la fin de mon champion de France, d'ailleurs, je ne finis pas la saison, les 7 ou 8 derniers matchs, il ne me met plus. Je dois jouer en équipe de France, je dois partir en équipe de France, et puis Herbin dit non, tu ne vas pas, on joue en quart de finale de Coupe d'Europe. Il me dit non, il y a la priorité du match. Donc Michel, il m'appelle Hidalgo, il me dit je suis en équipe de France. Il me dit Herbin, bon, on est d'accord. Et là, j'ai compris qu'à quelque part que je ne dépendais pas que de moi, quoi. Ma vie ne m'appartenait pas, ma façon de jouer au football. J'ai compris que de toute ma vie, de toute façon, j'allais suivre un chemin que les autres me traceraient. Et j'étais plus dans ma passion du foot comme j'aimais. Moi, j'aimais le foot simple. Là, il y a 4 jours, j'ai été jouer avec 4 petits de 5 ans dans un gymnase. Et ça, c'est ce que j'aime, quoi. Voilà, c'est ce que j'aime. C'est ce football-là. On rigole, on se plaque, on s'embrasse, on déconne. On peut jouer 5 heures, 6 heures. Voilà. Après, c'est un autre chemin. Mais je le regrette parce qu'à l'époque, j'étais pas assez mûr pour le comprendre. Donc, très vite, j'ai décroché. J'ai décroché. Quand je viens jouer à Toulon, j'avais décroché déjà dans ma tête. J'avais envie de retrouver le Sud, c'est tout. J'avais envie de retrouver le Sud, j'avais envie de jouer à Marseille, à Toulon, à machin, parce que je voulais retrouver le Sud, parce que j'avais besoin de ça, de cette chaleur humaine, de cette chaleur. Alors qu'à Saint-Élie, mais bon, c'était un peu problématique à l'époque, mais j'avais besoin de ça, quoi, de me ressourcer, de me retrouver, quoi. Mais bon, de suite, j'ai vite compris en tous les cas que ça allait être problématique. J'ai vite compris. Et là, tu n'as plus rien. Tu veux tenter un extérieur, le mettre ballon là, tu mets l'intérieur et par là-bas. Hein. Non, mais c'est bête, mais c'est vrai. Oh, de suite, tu te dis, mais tu peux plus, quoi. Tu n'arrives plus à faire les gestes simples. Là, et puis les autres s'en rendent compte. Et puis c'est fini. Ouais, après, tu peux. Ouais, mais c'est vrai. Ma réserve, ils te veulent plus, quoi. J'ai dit, mais je peux jouer à un junior. Non, même pas un junior. Voilà. La première année que je suis arrivé, j'ai fait 12 équipes, je crois, à Saint-Étienne. 12 équipes, j'ai joué même en cadets nationaux, j'ai joué en tout. J'ai fait 12 équipes, j'ai connu toutes les équipes juniors et tout ça. Mais j'aurais joué la nuit, je me levais, j'avais les clés du synthétique, j'avais les ballons, je les prenais, je frappais. J'étais un fou de foot, je suis un fou de foot. J'étais un fou de foot, ouais. Comme les gamins, on aimait le foot, quoi. J'étais un fou de foot, ouais. Non, c'est vrai. Donc il y aura le Toulon de Courbis, Grenoble et enfin Avignon, du coup. Ouais. Et puis il y a ce moment où tu bascules de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté de la force, ouais. Comment ça se passe ? C'est difficile, c'est difficile. C'est difficile parce que bon, déjà le premier match je le fais parce que c'est un pote qui avait appelé pendant 6 mois. Il m'a dit vas-y. J'ai plus envie de retrouver ce milieu-là. J'ai plus envie de repartir là-dedans. Donc j'ai fait un match pour lui faire plaisir. Puis ce match-là, il y a eu une demi-heure d'arrêt de jeu et ils avaient dû chercher un arbitre. Il n'y avait que 3 arbitres à l'époque. Il y en a un qui se claque. Alors ils en appelaient un à la tribune, je sais pas où. Alors pendant une demi-heure, j'ai fait de la radio, quoi, plus ou moins. On fait de la radio. Et puis je me suis dit putain mais c'est bonnard, quoi. C'est rigolo, quoi. C'est sympa et puis voilà, quoi. Donc j'ai démarré comme ça, en fait. Le premier a amené un deuxième match qui a fait que en fait tout ce que je le fais parce que j'aime le faire. Et si je suis là depuis tant d'années, c'est parce que j'aime toujours le faire. Même si ça évolue, pareil aussi, tout évolue, tu sais ce que c'est pas facile. C'est un rôle très difficile d'être en bas du terrain parce que tu vis directement avec les gens, ils sont pas toujours de bonne humeur, ils ont pas toujours envie, ils ont pas toujours un bon moment. C'est pas si facile que ça, quoi. C'est plus facile en haut. Mais est-ce que tu crois que du coup, d'avoir connu ça, ça te permet justement d'être proche
des acteurs oui, du foot. En tous les cas, oui, si je l'ai fait et que ça m'a plu, c'est que je me suis retrouvé là-dedans, proche des joueurs. Et les joueurs, ils me l'ont rendu. Moi, je peux dire merci, franchement, aux joueurs, au staff, au président, à tout le monde, tu vois, même les kinés, les adjoints, les machins, et les joueurs, bien sûr. Je peux dire merci, je veux dire, franchement, je peux dire que merci, parce que sans eux, je n'aurais pas continué. S'ils n'avaient pas eu cette proximité, et s'ils ne m'avaient pas encouragé à le faire, et je prends autant de plaisir à le faire, je n'aurais pas continué. Je n'aurais pas continué, franchement. Puis j'ai eu quand même des gars aussi au service des sports à Canal, j'ai eu quand même quelques-uns avec qui quand même, mes premiers patrons, ils étaient extraordinaires. Franchement, les De Greff, Lescure, Denisot et tout, c'était quand même une école, Gilardi, c'était quand même une école Canal qui était quand même, franchement, c'était quelque chose. Tu as appris auprès de ces personnages-là? Franchement, contact avec ces gens-là, c'était quelque chose parce que, franchement, ils étaient un peu dans le football d'avant. C'était un peu dans le football d'avant, quoi. C'était quand même de cette proximité. Moi, ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Ils ne m'ont jamais appelé pour me dire, non, ça, il ne faut pas le faire. Jamais. Ils m'ont dit, ça, il ne faut pas le faire, quoi. Ouais, personne n'a essayé de te façonner, de t'imposer des choses, de dire non, là, tu vas trop loin. Jamais. Bon, c'est un peu évolué. Ça me fait plus peur maintenant. La liberté et l'insouciance qui te manquaient finalement sur le terrain, tu l'as retrouvée? Là, je l'ai retrouvée là, totalement. Mais franchement, moi, je suis arrivé dans ce canal historique où vraiment, c'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose. Les gens que j'ai côtoyés à ce moment-là, c'était hallucinant. Hallucinant parce que si tu es ce que tu dois y être, et si tu y es, tu restes comme tu es. Voilà, c'était ça. Et là, c'est hallucinant, quoi. C'est rare qu'on te dise ça, quoi. Si on m'avait dit en football, tu vas et tu fais ce que tu veux. Tu vois, des fois, quand je vois on m'a parlé hier de Ben Arfa, tu vois, des jours comme ça, on te dit... Mais je me rappelle toujours, c'est Luis Hernandez, quand il y a Ronaldinho qui vient à Marseille, tu te rappelles où il fait le festival, là, je me rappelle, mais et ça faisait 2 ans qu'il lui cassait les bons mots. Il m'a dit, ça fait 1 semaine, j'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux maintenant. Voilà, j'ai compris. Son naturel, il est comme ça. Quand il lui a rendu le samedi, il est venu, ça se souvient, hein, ça se souvient. Et à Thème, c'est pareil, des jours comme ça. C'est-à-dire, il y a certains joueurs. Il ne faut pas les façonner, il faut les laisser. Et non, parce qu'ils sont arrivés comme ça. Pourquoi tu veux les... Après, tu peux discuter, tu peux parler. Quand tu comprends les choses, si on te dit, mec, tu défends pas, tu cours pas assez, tu pas machin. Après, si tu lui dis, non, mais c'est bien, maintenant tu te replaces dans le sens du jeu, quand tu récupères le ballon, tu vas pour toi, ça va te faire du bien, tu vas quoi, mais le mec, il s'y glisse. Hein. Il s'y glisse là-dedans. Il s'y glisse et il y va, il s'éclate, tu vois. Et voilà. Donc, quelque part, tu tiens un peu le Ronaldinho du bord du terrain, quoi. Non, mais quelque part. Non, mais moi, j'ai eu cette chance-là énorme. Et c'est pour ça que je pense que à Canal, j'ai eu cette ouverture d'esprit de gens qui avaient une ouverture d'esprit et qui ont fait que, parce que la chaîne était comme ça à l'époque, et qui ont fait que, putain, là, tu t'y glisses, quoi. Et puis, tu n'as pas envie de décrocher. Tu n'as pas envie de décrocher, tu vois, c'était des perfusions de match, quoi. Après, tu allais, puis les mecs sur les bancs, tu allais, tu faisais, tu vois, maintenant, mais justement, est-ce que tu n'as pas quand même l'impression d'être à part dans ce monde-là, où je suis un peu bien placé pour le dire, on a un peu tous formaté quand même. Ouais. Toi, tu es quand même... Tu es à part, tout simplement. J'ai conscience en tous les cas que je suis différent et que ça peut poser problème. Ah bon, tu vois, j'ai plus ce problème-là que de me dire, tu vois ce que je veux dire, et j'en suis quand même là, parce que me dire, je me mets à la place des mecs, des fois avec qui tu travailles ou avec qui les patrons, les machins, et tu dis, putain, il n'y a pas de barrière, tu sais pas où ça peut aller, comment ça peut aller, alors qu'à quelque part, on l'a déjà vu plusieurs fois. Hein. Ouais, voilà, tu vois. Cette interview que tu fais à Bruno. Ouais. Un Bruno en pleine action. Et ouais. On va les laisser égaliser. On va les laisser égaliser un peu. Il marque. Et il marque. Mais et on en rigole à Bruno parce que. Mais c'est un peu. C'est aussi cette sympathie, tu vois. Oui, qui fait que tu peux te le permettre et c'est bien pris en fait. C'est-à-dire que c'est la spontanéité. Alors à aucun moment je me dis je viens, je fais ce que je veux comme je veux. Au contraire, je suis très pudique et je suis même un peu timide. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que après c'est le naturel qui fait que je pars comme ça. Alors je peux comprendre que tu vois, quand il y en a des fois, tu as les yeux comme ça. Mais, tu vois, j'ai eu des fois de la part des patrons nouveaux surtout parce que tu vois, voilà, ils sont un peu plus réticents. Mais voilà, donc tu vois, j'ai plus ce problème-là que de me dire je suis différent. Je fais ce que je veux, comme je veux, tu vois. Et j'essaye de ne pas me freiner, tu vois. Mais j'ai plus tendance à me freiner qu'à autre chose. Donc c'est ça que... Alors, différent, oui, mais pas dans le sens que l'on peut penser.
Tu vois? Tu sors du lot, il n'y a que Paga qui peut faire du Paga. Non. Chaque personne est différente. Non, voilà. Je pense que chacun. Et moi, j'apprécie énormément d'autres personnes qui le font autrement. Tu vois, mais j'apprécie vraiment ça. Je trouve que, au contraire, mais c'est vrai que chacun doit apporter aussi son authenticité et sa nature et sa façon d'être. Voilà, c'est ce qu'on aime aussi chez les gens. Voilà, ça n'empêche pas. Tu sais, moi, il me disait toujours à Canal, tu sais, c'est comme un millefeuille. C'est un millefeuille, mais il ne faut pas mettre la feuille de trop. D'accord? Le seul truc, c'est pas mettre la feuille de trop ou les 3 feuilles de moins. Il faut être toujours, tu vois, dans cet équilibre-là qui fait. Moi, j'aime bien le Dalai Lama qui te dit toujours qui fait un film. Mais c'est dur d'être sur l'équilibre et sur le fil et dire pas trop là, pas trop là. Si tu commences à dire pas trop ci, pas trop ça, pas trop là, et c'est plus toi-même. C'est plus toi-même. Donc, j'avoue que voilà, ça peut plaire d'un côté, mais ça peut déstabiliser dans l'autre. En tout cas, il y a Juan José Angelo, toujours le même, qui dit qu'il est différent, mais pour moi, c'est une bouffée d'air. C'est gentil, c'est adorable. De toute façon, on fait ce métier pour ça. Et je le remercie parce que, voilà, franchement, c'est... En espagnol? Muchas gracias. Grande jugador que te le gusta muy bien. Non, mais c'est ça, c'est important. C'est gentil de dire ça, c'est gentil de dire ça parce que je fais ce métier pour ça. Je fais ce métier pour ça, vraiment, je fais ce métier pour ça. À aucun moment, je veux me prendre pour un autre. À aucun moment, je dirais, un tel joueur, il est bon, il n'est pas bon, ou un entraîneur, pas ci, pas là. Je ne veux pas en être là-dedans parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité aussi, mais par contre, amener un bol d'air à des gens, c'est important. Les gens en ont besoin, on ne vit pas tous de bonheur tous les jours, on vit quand même des situations des fois difficiles, et amener du bol d'air, un peu de plaisir, de l'humour, aux gens qui en ont besoin, c'est important. Je trouve que c'est important, de nos jours, c'est important. C'est clair. Transmettre ce plaisir, vas-y, Rod. Et du coup, il y a Guigui qui demande qu'est-ce qui est le mieux entre footballeur ou être à Canal? Qu'est-ce qui est selon toi, qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu préfères? Être footballeur, c'est fantastique. Ouais. Être footballeur, c'est une vie fantastique. Être footballeur, c'est une vie fantastique parce que c'est des sensations. Je veux dire, marquer un but, sauver un but, entendre le bruit du filet, le public, tirer un penalty à la 90e minute. Voilà, moi je me rappelle, j'ai vécu des moments forts d'émotion. Et ça, c'est un truc de fou. Canal, c'est faire plaisir aux autres, vraiment. Le football, tu as aussi ton plaisir personnel. Intérieurement, tu vis des choses fabuleuses, mais franchement, c'est un des plus beaux métiers du monde. Franchement, c'est un des plus beaux métiers du monde. Tu vis des choses intensément, fortement, et ça... J'ai des émotions encore de buts que j'ai marqués ou de choses que j'ai vécues qui m'amènent toujours la même émotion, même 45 ans après, quoi. Voilà. Tu n'aurais pas pu, ce qui t'a manqué justement avec les entraîneurs que tu as côtoyés, tu n'aurais pas voulu le transmettre? Tu n'as jamais voulu devenir entraîneur? J'étais entraîneur. J'ai entraîné les Junior League à l'époque, les cadets nationaux, les débutants. J'ai fait tout ça. C'est Canal qui m'a arrêté parce que j'ai attaqué Canal. Et j'ai fait ma formation de ça. J'ai fait entraîneur. J'ai entraîné pendant 6-7 ans. C'est pour ça aussi que je connais aussi J'étais aussi été éducateur dans les quartiers et j'ai fait ça. Donc le relationnel, tout ça et tout, je l'ai vécu. Les parents, les enfants difficiles et tout ça, j'ai connu. Et après, j'ai passé entraîneur. J'ai fait 6 ans, 7 ans entraîneur. Et après, je suis passé à Canal. Donc joueur, entraîneur, éducateur, tout ça. J'ai connu un petit peu tout ça. Tout ce qui fait que, tous ces échanges-là m'ont apporté autant que ce que j'ai pu apporter. Et c'est pour ça que j'ai eu une vie pleine dans tous ces domaines-là. Dans le rapport avec les individus, les êtres, les personnes, j'ai eu tous ces rapports-là. Et ça, j'ai toujours voulu le partager et je continue toujours et je le ferai toujours. Jusqu'à mes derniers jours, je le ferai toujours. Même si j'ai signé une assurance vie, là, il n'y a pas longtemps, parce que ma femme s'inquiète. Très important. Très important. C'est jamais. Pour elle, oui. C'est pas de quoi de très important, exactement. Ta femme Carole, c'est ça? Carole. 2 fils, Junior et Melvin, un petit-fils, Marius. Marius, oui. Alors, est-ce que tu as transmis cette passion du foot ou pas? Je crois qu'il y a un de tes fils qui est cinéaste, c'est ça? Il y en a un qui est cinéaste, il y en a un qui est chanteur, graviste, tatoueur et cuisinier. Il fait un peu tout, il fait un peu tout. Couteau suisse. Voilà, ils sont un peu comme moi, ils ont un peu ce caractère, donc c'est un peu tout fou, donc c'est un peu c'est un peu génial, touche à tout, et puis aimer faire les choses, ils aiment les gens, ils aiment les trucs, et alors ils sont pas structurés, un peu comme moi, c'est pas très cadré, mais c'est bonnard, quoi, on s'éclate. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Et puis tu as Marius, il est extraordinaire parce qu'il a... J'ai vu la petite vidéo hier. Ouais, il a 4 ans, il parle 3 langues. Tu sais, il est japonais, il parle japonais. Oui, voilà, exactement. Moi, je parle 3 langues, mais en même temps. Tandis que lui, il les parle différemment.
Il parle japonais, anglais et français, donc c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Et puis voilà, et toute cette institution, on a partagé ça, et on partage ça. Alors ça fait des moments assez de folie, quoi. Mais c'est génial, quoi. C'est génial parce que ce qui est bien, c'est que si quelqu'un qui voit pas ou quelqu'un non-voyant ou s'il y a une personne âgée qui doit traverser la route, ils vont l'aider. Alors c'est ça qui est génial, quoi. C'est ça que j'aime. Aussi une personne qui est dans tout ça, ils vont l'écouter, ils vont parler. Donc c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Voilà, qu'ils aient ce fond-là. Le reste, c'est pas important. Le reste, c'est moins important. Voilà, les valeurs sont plus importantes. Ouais, plus important que tout le reste. Franchement, que tout le reste. C'est ça qui est important. Les plaisirs simples et les valeurs importantes, c'est le plus important dans la vie. Ouais. Ouais. Avec ça, on peut aller très loin. On peut aller très loin. Au coin de la rue. Il y a quelques petites photos qu'on n'a pas encore passées, Laurent. Ouais. On va les découvrir tout de suite, notamment donc Paga et les réseaux sociaux. Il y a eu Paga aussi. Ah, ça, elle est géante, celle-là. Raconte-nous cette photo d'abord. Les trois, ils sont en train de se foutre de la gueule de ma coupe de cheveux. On comprend pas pourquoi. Franchement, je vois pas pourquoi. Hein. Je vois pas pourquoi. On m'appelait Serpirel. Non, en fait, c'était le moment de. J'imagine, le moment de la Champions League, c'était Real Juventus. Et à l'époque, on pouvait rentrer à tous comme ça, les deux et les équipes. Il est là, il se regardait en fait l'action, les matchs. Il avait manqué le petit pont qu'il avait pris. Et c'était des moments de fou quand même. À l'époque, on vivait des moments. L'équipe. Hein. Mais t'imagines un peu, c'est ça, comme c'était des moments de folie. On arrivait à faire des trucs insensés dans un petit studio. Des fois, même c'était sur les marches, les trucs, et on faisait ce qu'on voulait, quand on voulait, comme on voulait. T'imagines ces trois-là, quoi. Mais c'est des trucs de malade. Tu as les trois mecs qui étaient à l'époque des plus grands joueurs du monde, quoi. Et puis qui avaient cette simplicité. Et ils venaient ensemble, ils vivaient ce moment. Tu passais pas par la com, tu passais par personne. Les mecs, ils débarquaient. C'est qu'aujourd'hui, tu passes par la com et t'as 1 minute, 30 secondes. C'est ça, voilà. Et t'as pas cette proximité que t'avais avant, quoi. Parce que cette interview-là, tu commences, il n'y a que Zidane. Tu arrives le second qui débarque, tu as le troisième qui débarque, et après, il y a peut-être un quatrième, un cinquième. Moi, je me rappelle, Mourinho, au début, il était là, et il doit arriver, on était sous des vestiaires, à l'abri, et quand il arrive à Canal, il me dit, on rend l'antenne. Tu arrives Mourinho, tu vas pas lui dire, on te rend l'antenne à Mourinho. Tu dis au caméraman, tu restes là, tu bouges pas, et puis on l'a fait, on est en direct. Mais on vivait des trucs, et tôt, sous un tunnel, un machin, on faisait des trucs, et ça arrivait, le deuxième venait, le troisième venait, on finissait, on était 12, quoi. Tu leur laissais le micro, et ils le faisaient, eux, quoi. Tu n'avais même plus besoin d'être là, quoi. Et c'était ça, c'était des moments extraordinaires, et pour les gens devant la télé, alors c'était hallucinant, quoi. C'est des trucs hallucinants, quoi. Et voilà, mais bon, c'était comme ça, quoi. C'était comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et c'est ça, le football, c'est ça, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans tout ce que l'on peut. Il n'y a pas de barrière. Et c'est ça qu'on aime. C'est que, voilà, c'est comme ça. C'est l'ouverture permanente. Il n'y a que le terrain qui existe, et heureusement, où il y a des règlements, des machins, parce que socialement, on le connaît bien à Marseille, socialement, culturellement, tu as besoin que Marseille fonctionne. Tu as besoin que Marseille vive. Les grandes périodes de Marseille, tout le monde était heureux. Elle a connu Bernard Tapie, tout le monde. On a connu, on sait ce que c'est, les grandes périodes. Tout le monde était heureux, et tout le monde vivait bien, et tout le monde vivait ensemble, et on a ce besoin permanent. C'est moi qui vis avec des Parisiens là-haut, au quotidien, machin et tout. Tu as beau dire ce que tu veux, mais à un moment, tu as besoin de Marseille, tu as besoin que cette ville vive. Et on a tous besoin politiquement, socialement, culturellement, et on a besoin que l'OM existe, et parce que, voilà. Tout le monde tire, tout le monde ensemble. Et ça, c'est fantastique, tu vois, fantastique. Et tout le monde en a conscience. Il n'y a que les abrutis pour pas s'en rendre conscience. Moi, je le dis, il n'y a que les abrutis pour pas s'en rendre conscience. Qu'il faut que ça fonctionne et que ça vive, quoi. Tu prêches des convaincus, là. Hein, j'espère. Non, je le savais, mais bon. Non, mais tu vois, je le dis toujours. On est là aussi pour faire passer des messages. On n'est pas là, tu vois, la télé, on n'est pas là que pour dire, lui, il est bon, il faut le virer, il faut le garder. On est là aussi pour faire passer des choses émotionnellement. Hein. Voilà, c'est le foot. Le foot, c'est quand même, il faut dire les choses. Le foot, ça a été créé. C'est un village contre un village, après une ville contre des villes, et c'était fait pour ça. C'est ça, le football. C'est pas autre chose. C'est ça. Et on se mélangeait, toutes les cultures, on se mélanger ensemble, voilà. Et puis c'est ça le football. Avant tout, c'est ça. Après, il a progressé, il a évolué, mais c'est ça le football. Voilà, la base, elle est là. De fédérer différents. Bien sûr, ouais, exactement. Il y a un souvenir que tu ressortirais ou c'est pas possible en tant qu'homme de terrain, justement, homme de bord de terrain? J'en ai plein. Mais mon plus grand moment, parce que bon, j'en parlais tout à l'heure, c'est avec Camara, quand Camara il vient sur le banc et qui se met à pleurer alors qu'il devait sortir, il marque un but, tu sens la pression, tu sens toute l'émotion qui se dégage. Et là, tu es là, tu peux rien lui dire, tu tapes sur l'épaule pendant un quart d'heure. Tu tapes, ça va, c'est rien, c'est pas grave, c'est moi, parce que c'est l'OM et que tu vois, tout ce qui fait qu'un footballeur, c'est avant tout un homme.
Et avant tout, d'être un footballeur, l'argent, les machines, c'est avant tout un homme. C'est avant tout un homme, comme tous les hommes, dans tous les métiers, dans tous les domaines. Et là, tu sentais toute cette détresse-là. Et ça, c'était un moment émotionnel. Mais après, j'ai eu des joies, des plaisirs, des bonheurs. Franchement, le titre de l'OM, c'était un bonheur énorme. Je m'excuse, mais avec Bernard Tapie, c'était moi quand je l'ai croisé la première fois. Puis il y avait Avi Assouli qui était là. Et ces moments-là, non, mais c'est des moments forts. La fois où tu as Bernard Tapie et Giroud, un jour où tu as l'eau qui coule de partout dans le stade, que Marseille mène, et que tu as en tous les cas, il y a mené en tous les cas, et tu as Bernard Tapie qui t'explique que le match peut continuer, et Giroud, qui sont deux personnages du football incontournables, pour moi incontournables, qui se retrouvent là à ce moment-là, et qui là tu te dis mais non, il faut l'annuler, c'est un bateau, c'est machin, il faut qu'on rame, machin, et que les deux se retrouvent, et puis tu es là, tu es au milieu, tu te dis putain, qu'est-ce que tu fais là, quoi, qu'est-ce que tu fais là, c'est deux phénomènes, c'est comme deux grands acteurs, c'est comme si tu avais De Niro et Clint Eastwood en même temps et tu te retrouves là. Tu ne penses pas qu'il manque ce genre de caractère en Ligue 1, des Nicolin, bien sûr qu'il manque, mais c'est normal parce que les gens avant grandissaient avec leur club, ou avaient un esprit de club, où ils portaient un club, ils avaient l'envie, ils avaient une passion. Maintenant, 9 fois sur 10, c'est des présidents salariés, ils sont parachutés on ne sait pas d'où, ils n'ont pas la connaissance du coin, tu vois ce que je veux dire? Avant, tu étais en Bretagne, tu étais dans le sud, tu étais à Paris, tu étais à Paris, dans le nord, et tu avais des gens qui étaient... Et voilà, tu avais l'identité d'un club et d'une région, elle est importante. Et la personne qui était là, elle reflétait le club, l'identité. C'était le socle sur lequel on pouvait s'appuyer, quoi. Et ça, c'est génial. Et c'était des vrais personnages. Moi, j'ai connu des vrais personnages, quoi. Franchement, moi, il y a des mecs, c'était... putain, mais c'était... Tu arrivais devant, il y a l'impression d'être à la Statue de la Liberté devant toi. Tu avais la tour. Non, mais c'est vrai, c'était des personnages. Ouais. Et puis, c'était... c'était quoi? J'ai dit un putain, ça me fait plaisir, parce que sur la province, on peut le dire. Et vraiment, quoi, tu repartais, tu étais enthousiasmé, tu étais porté par ça, quoi. C'était géant, quoi. Ouais, c'était fabuleux. Les personnages, il en manque. Ouais. Il en manque. Mais même des grands joueurs, des personnages, des vrais, des mecs. Il en manque trop maintenant. Il en manque trop. Des personnalités, il en manque. Mais parce que, voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution, c'est comme ça. Nous, on le sait parce qu'on l'a connu. Il y a une dernière photo qu'on va voir là, justement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage-là que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps, justement? Est-ce qu'on peut l'avoir en régie? Voilà, Jorge Sampaoli, parce que ça va nous faire basculer sur le thème 2, parce qu'on va parler de l'Olympique de Marseille, Laurent. C'est un vrai personnage, c'est quelqu'un dont on a quand même besoin ici, dans le Sud, parce que c'est un sudiste. Voilà, c'est un Méditerranéen, c'est quelqu'un qui apporte par sa personnalité déjà une proximité, ça c'est une priorité. Après, je pense qu'il a une culture au foot qui est précise, qui est bien à lui, qui est intéressante, parce qu'elle pose un problème aux autres, et elle pousse les joueurs à essayer d'aller plus loin dans la compréhension. Et ça, c'est toujours intéressant pour un joueur. Quand un joueur, il est dans la réflexion, tout le temps, c'est important, parce qu'il va à l'entraînement, il veut comprendre, il s'investit, il va au bout. Et tu vois, un peu comme l'était Bielsa, mais lui, il va encore plus loin que Bielsa pour moi. Il va encore plus loin. Tu vois, c'est une vraie identité. C'est la personne qu'il faut à l'heure actuelle à l'Olympique de Marseille. Et puis, voilà, je pense que c'est vraiment un mec qui vit football, qui aime le football. Voilà, et qui a une vraie personnalité, et qui est un connaisseur de football. Et en plus, il a cette proximité que l'on aime. Donc moi, je suis plutôt enthousiasmé, même très enthousiasmé de cette personnalité. Tu vois, quand tu le vois arriver, moi je l'ai vu à Lens-le-Tour, c'est pas eu un moment, tu as envie de te prendre dans les bras. Tu as envie, même si, tu vois, comme il est de questions, des machins, non, mais tu vois, tu as quand même ce... Et ça, moi, putain, ça c'est bon, quoi. Parce que tu fonctionnes à l'instinct. Mais est-ce que... On peut parler aussi des choix. Il a été critiqué dernièrement, Jorge Sampaoli. Ouais, mais Sampaoli, mais tous les entraîneurs sont critiqués de toute façon. Je vais te dire une chose. Pour moi maintenant, il y a beaucoup d'émissions. Et comme il y a beaucoup d'émissions qui se répètent, tu es obligé de dire des choses. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je sais qu'un entraîneur, il est obligé de faire des choix. Il vit avec ses mecs. Il a un groupe de 25 mecs. Il est obligé. Et puis, mettre dans la difficulté un joueur, c'est aussi progresser. C'est aussi amener des choses, avoir de la réflexion, comprendre les choses. Sampaoli, quand il fait un choix, il le fait parce qu'il connaît son groupe, il connaît ses individus, il sait où il veut aller, il y a une équipe en face, il y a une tactique, il vit une semaine ensemble. Lui, il vit football tout le temps, il regarde les matchs, il vit, il dort pas, en résultat, un machin,
Franchement, respect pour ces mecs-là. C'est difficile au quotidien. On le voit, il y a des jugements permanents. Et tous ces jugements qui se disent, moi je m'excuse, quand tu dis, malheureusement, ça c'est un problème éducatif aussi de la part des gens qui parlent, qui sont à la télé, qui sont à la radio, quand tu dis des choses, n'oublie pas que ça va être répété, ça va être pris. Tes supporters, il faut qu'il reste supporter. Si tu as un joueur qui est en difficulté, tu vas pas dire il faut le virer, ce mec il est pas bon. Et Sampaoli, et pourquoi il a fait ce choix? Mais tu t'arrêtes plus là dans ce cas-là. Tu t'arrêtes plus. Si ça veut dire quand tu gagnes, j'ai raison, quand tu perds, j'ai pas raison, quand j'ai fait jouer lui, j'ai raison parce que j'ai gagné, j'ai eu tort passé, c'est trop facile. On est tous capables de le faire. Maintenant, il fait des choix, c'est ses choix à lui, il faut les respecter. Et il est assez grand de se dire le lendemain ou une heure après, putain, j'ai fait une connerie, pas besoin de le rappeler 10 fois. Il est pas fou le mec, il connaît le football. Il connaît le football, il n'est pas joueur. Dans la culture de l'instant en fait. C'est ça. Moi, je voyais Boz, il faut pas regarder, Dubois, j'écoutais l'autre fois à Lyon, mais attendez, le mec, il vient de l'Algérie d'Amsterdam, il a une formation, il a une culture de foot. Mais laissez le mettre en place les choses. Vous êtes le 4e entraîneur, vous virez en 2 ans, vous n'avez pas viré. Et Sampaoli, mais laisse-le faire. C'est pas un mec, Moi, j'ai vu jouer son Chili, moi, pendant 4 ans. J'allais aux États-Unis, mais je restais devant comme ça, je regardais le match, je regardais le football, parce que c'était du football total. Et quand tu fais du football total, tu as le droit, de temps en temps, de faire des choix qui peuvent ne pas plaire. Je ne dis pas de te tromper, je dis des choix qui peuvent ne pas plaire. Mais ce n'est pas parce qu'il ne plaise pas qu'il s'est trompé. Des fois, il peut se tromper aussi. Mais je pense, tu vois, qu'à Metz, mettre Pape Gueye latéral gauche qui n'a jamais joué, je pense que c'est une erreur. Et d'ailleurs, on voit Pape Gueye a été perdu la plupart du temps. Non, c'est un choix, c'est pas une erreur. C'est un choix, mais qui, à mon sens, est devenu une erreur par la suite. Et je pense aussi, une petite précision, Laurie, qu'on peut critiquer un entraîneur sans pour autant être contre lui, anti-Sampaoli, et réclamer son départ, ce qu'on a voulu nous faire dire ces derniers temps. Et ce qui est, je profite de lire, ce qui est complètement faux. Moi, je vais répondre à ta question, je vais répondre à ce que tu me dis là, puisque c'est un bon exemple. Moi, j'étais un jour à Rennes contre Marseille, et il fait rentrer Sarr. C'est ça, petit Sarr, Boubassar, arrière droit, et là, pendant une semaine. Mais pour le moment, il est quand même au Bayern de Munich, le mec. Et il joue arrière droit. Je veux dire, alors, enfin, il n'est plus au Bayern de Munich cette année où il est prêté. Mais il a quand même signé au Bayern de Munich arrière droit. Le Bayern de Munich, c'est quand même des connaisseurs. Donc, à ce que tu crois sur l'instant et ce qui se passe, tu vois, lui, il n'est pas fou. S'il a mis arrière gauche, pour toi, c'est peut-être un mauvais choix. Sur le coup, en tout cas. Non, attention. Comme Saliba à Nice arrière droit aussi. Mais peut-être que... On parle du mal, on peut parler du bien aussi. Mais peut-être que ce jour-là, c'est peut-être un choix personnel qu'il a fait, mais qui s'avérera gagnant, peut-être dans un mois, dans 2 mois, parce qu'à un moment, si tu as envie de le faire jouer dans ce positionnement-là, il faut bien qu'un jour il le débute. Tu ne vas pas le faire contre Paris, tu vas peut-être le faire plus facilement contre Metz. Et peut-être que le petit gars, un jour, il joue arrière gauche, et tu vas me dire, putain, mais c'est un phénomène. On pourra en reparler, ouais. Non, mais tu vois, c'est l'analyse différente de l'instantané et de la marge de progression, et ce que tu veux faire avec ton groupe un peu plus tard. Il faut permettre à un entraîneur, lui laisser au moins la possibilité de voir lui un peu plus loin que nous, ce que l'on voit un peu plus court. Voilà, ça c'est la priorité de l'entraîneur. Mais le départ de Sampaoli, je demande le départ de Sampaoli, je dirais. Franchement, à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Moi, je veux dire clairement, il faut arrêter les conneries. Voilà, il faut arrêter les conneries. Franchement. On est tous d'accord. Hein. Il faut arrêter les conneries. Je veux dire, qui peut demander le départ de Sampaoli si ce n'est des gens qui ne connaissent pas le football? Moi, je m'excuse. Ou qui n'ont pas la patience de... T'es le 2e de Ligue 1 avec une équipe qui était changée il y a 8 mois en arrière. C'est quand même un 2e de Ligue 1. Avec 4 points d'avance. Et tu es quand même 2e de Ligue 1. Et tu n'as rien qui peut t'empêcher de supposer que tu peux finir premier. Non, mais bon, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Là où tout le monde va dire, est-ce qu'on va tenir second, il y a 3e derrière, mais Sampaoli, et non, l'ambition, c'est ça, l'ambition. Le football, c'est ça. En football, tout peut arriver. Tout peut arriver en football. Et avec un Sampaoli, tout peut arriver. On va parler du championnat dans quelques instants, mais d'abord, place à l'Europe. Rod, tu as une question, j'ai l'impression. Non, juste quelques petits messages. Alors, ils sont arrivés au fur et à mesure, donc je t'en donne quelques-uns. Paga, quand est-ce que tu vas apprendre à bien parler espagnol? D'ailleurs, est-ce que tu comprends quand tu parles avec Sampaoli, est-ce que tu comprends l'espagnol? Tout ce qu'il me dit. Tout ce qu'il me dit. Tu comprends tout? Ouais. Moi, tu parles espagnol? Je comprends l'espagnol. Tu comprends l'espagnol? Je comprends l'espagnol, oui. D'accord. Mais même l'anglais, je comprends. Hein. Oui, non. Je comprends, mais après, il y a la différence de communiquer
et de comprendre. C'est totalement différent. Maintenant, s'il faut faire une interview en espagnol, tu vois, j'ai fait Ramos, je l'ai fait en espagnol. Hein. Ouais. Je l'ai fait en espagnol, tu vois. Bon, Ils l'ont pas passé parce que c'est pas rigolo. Ah ouais. Mec, ils attendent que tu fais une espagnol, tu fais une interview à espagnol, machin. Tu vois, après, il y a aussi le. Je pense que sincèrement, tu connais ça, Laurie, c'est que il y a le moment et quand tu fais une discussion, une interview, une demi-heure après, c'est totalement différent. Quand tu es comme ça là, que ça va vite, je pense qu'il faut être un peu léger, quoi. Ouais, il faut être un peu léger. On n'est pas là. Tu vois, on n'est pas là pour... C'est difficile parce que je sais qu'il y a des demandes maintenant, c'est comme ça se passe. Il demande à lui ci, il demande à lui ça. J'ai dit, écoute, tu veux lui demander, tu sais quoi, tu as un avion, là, tu prends l'avion, là, tu arrives et puis tu lui demandes de toi, tu me gonfles pas. Je peux le dire, j'ai 60 ans maintenant. Mais c'est vrai, quand tu démarres maintenant, il y a... Une fois, on m'a dit dans le casque, il y avait Mathieu, il me dit, en 92e à Monaco, là, c'est l'histoire de la sextape. Dans le cas, tu parles lui la sextape 92e, il sortait, il était en train de comme ça. Ouais, je vais lui en parler. J'ai dit, c'est le bon moment, franchement, c'est le bon moment, ça va être sympa, ça va être cool. Je vais même demander d'enlever le maillot et le short si tu veux. Non, mais voilà, je veux dire, après voilà, il faut être. Je pense qu'il faut. Il faut amener un peu tout. Quand il y a l'antenne comme ça, la variété, elle est intéressante. Et puis bon, voilà. Puis je vais te dire, on comprend. Il y a 90% de personnes qui comprennent mon espagnol à moi que le vrai espagnol. Et par l'espagnol ou anglais, au moins on le comprend. T'as inventé une langue, quoi. Non, mais voilà, à un moment, tu sais, écoute-moi. Et puis les gens, ils rigolent, je vois. Mais oui, bien sûr. Ça va, il faut un peu. Après, il y a plein de beaux petits messages. C'est beau d'avoir un recul sur soi-même. Ouais, c'est comme tu le fais. Bonsoir, Paga, tu es un des meilleurs consultants. Tu me fais rire à chaque match. J'ai Thomas qui me demande, tu supportes quel club en Ligue 1? Je supporte pas de club en Ligue 1. Tu peux pas dire. Non, c'est pas ça. Pas. Non, mais bien sûr que je suis proche de Marseille. Bien sûr que mais nous, on a appris. Tu sais, c'est comme si tu demandes à un coiffeur s'il rentre un Parisien ou s'il rentre un Marseillais. Est-ce que tu vas faire un trou au Parisien ou est-ce que tu vas bien coiffer le Marseillais? S'il y en a qui peuvent te dire oui. Non, c'est pas ça. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, nous, on a une neutralité de travail, c'est normal, on est là. On a des copains un peu de partout. Maintenant, je suis content. Je suis content quand Marseille marche bien. Et je l'ai expliqué pourquoi et comment. Et puis, moi, j'ai l'accent du Sud, je suis du Sud. Et puis, on est là, on se côtoie. Tous les gens que je croise tous les jours, c'est des gars qui supportent Marseille. Tu vois, après j'ai Saint-Etienne, j'ai joué. Puis, moi, j'ai connu Saint-Etienne à l'époque, c'était le grand Saint-Etienne. Vous savez, le football était quelque chose. Et je sais que, voilà, c'est important pour le football français que Saint-Etienne, par exemple, reste en Ligue 1 et continue à exister. Parce qu'on a envie des Marseille-Saint-Etienne, des Saint-Etienne-Lyon, voilà. Mais après, j'aime Lens, j'aime Nantes, j'aime Bastia. Bastia, j'ai toujours aimé la Corse. Voilà, j'aime ces clubs-là. Tu vois, Montpellier, j'aime bien Montpellier, franchement. Voilà, j'ai des clubs où tu as plus d'affinité parce que c'est toujours des mêmes clubs. C'est des clubs comme public, tu as des rapports particuliers. Voilà, Nice, Monaco, même, on n'a pas le tourné comme ça, c'est des clubs du Sud, c'est quand même des clubs. Voilà, on est dans le Sud, on est le Sud. Voilà, moi, je suis. Voilà, mais c'est sûr que l'OM, ça restera toujours l'OM parce que l'OM, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose dans le cœur des gens depuis longtemps. Et puis, j'ai quand même un âge où on a connu beaucoup de périodes de l'OM. Les bons, les mauvais moments. Et l'OM fait partie de ces clubs qui existeront toujours, qui ont vraiment une histoire, qui ont un passé, qui ont un présent et qui auront un futur. Et ça, c'est important. Voilà, c'est des clubs qui font partie de la culture de la Provence, du Sud et du football national et international. Voilà. Et ça, c'est important. C'est important. Sinon, j'ai Toons qui dit Rod, c'est le plus beau, il n'y a pas photo. Donc, on va afficher le message. Voilà. Très bien, mais écoute. C'est mon heure de gloire, c'est pour moi. C'est bon. Non, et sinon, il y a Thomas qui dit est-ce que le vélodrome te manque pas trop? Si, beaucoup, parce que j'aime le vélodrome. Tu vois, pas l'orange vélodrome, j'aime le vélodrome. On est d'accord. Non, mais c'est vrai parce que ça aussi c'est important. Mais je comprends, après on est passé à autre chose. Le vélodrome, je connais le vélodrome, il y a la piste autour, je connais le vélodrome, je connais l'ambiance du vélodrome. J'aime arriver au vélodrome, j'aime voir les gens, j'aime venir à pied, j'aime discuter, j'aime l'ambiance, j'aime la vie. Là, j'aime cette passion. Le vélodrome, c'est quelque chose de voilà. Niveau ambiance, quel stade t'as le plus impressionné? Ben, tu sais, il y a des clubs en France, que ce soit Marseille, Saint-Etienne, Lens, ça c'est des clubs où tu ressens en fait sur le terrain, tu ressens qu'il y a un truc derrière. Tu ressens des trucs, c'est quelque chose. Tu sais, moi j'ai même connu le Parc des Princes, on peut parler, le Parc des Princes, c'est un stade particulier aussi. Nous on a connu le Parc des Princes au tout début du Parc des Princes, où c'était un stade particulier aussi, tu sais. Dans les années 90. Voilà, c'est ça. C'était un truc, tu vois, mais ces stades ouverts là, comme Marseille, le Vélodrome Marseille, quand tu fais contre Paris, quand tu fais des matchs, quand ça,
c'est quand même porté. Moi, j'ai connu Saint-Etienne, tout le monde était debout, c'était le chaudron, c'était un truc de fou. Lens, quand tu chantes les corons, les machines, tu vis des trucs, voilà, c'est des vrais, tu vois. Après, tu as Nantes, c'est une autre chose, c'est un peu plus précieux, mais c'est la culture du jeu, les machins. Non, la Corse, la Corse me manque énormément, je trouve. Je trouve ça aussi, ça fait partie intégrante de notre culture de foot. Il n'y a pas un club qui va peut-être revenir en Ligue 1, là, Ajaccio, je crois. Peut-être Ajaccio. Et Bastia, il reviendra un jour ou l'autre aussi. Mais ça, c'est important aussi. Voilà, il y a des bases comme ça, et c'est important. C'est ça. Tu as évoqué tout à l'heure Saint-Etienne, juste une petite parenthèse avant de parler de l'Europe et de Karabakh demain soir pour l'OM. Saint-Etienne qui va se maintenir selon toi, tu le disais avant qu'on prenne l'antenne. Oui, ils vont se maintenir. Vraiment, ils vont se maintenir. C'est l'effet Pascal Dupraz, c'est l'homme qu'il fallait? Ouais, pas que ça, pas que l'effet Pascal Dupraz, mais ils font toujours partie de ces clubs. Tu vois, on l'a vu la dernière journée. Angers mène 2-0. Tu le fais 15 jours avant, il n'y a pas le public, tu n'es pas sûr de remporter 5-2. C'est plus la même chose. Et Saint-Etienne, c'est pareil, ils sont menés 1-0 contre Montpellier, mais tu as le public, tu as une vie. Pascal, c'est vrai qu'il a ce don en plus d'amener les gars quelque part. Mais voilà, les publics maintenant. C'est pour ça que je dis, pour moi, Marseille va finir second. Quand je dis premier tout à l'heure, je déconne, c'est pas le problème en plus. Mais tu as toujours. Et Saint-Etienne, c'est pareil. Tiens, ça, contre Montpellier, 1-0, et là, il s'est passé quelque chose. Et là, tu sais que pendant les 7 matchs, les 7 équipes qui vont arriver à Saint-Étienne pendant ces matchs, ils vont vivre. Et les équipes qui vont venir à Marseille maintenant, elles vont vivre quelque chose, tu vois. Tu es déjà mené 1-0 sur le tunnel, tu es mené 2-0 après le public, et si tu es mené 1-0, tu renverses le truc. Donc un match à huis clos, c'est pas le même scénario. Et non. Et tu le sais. Et surtout pour les équipes adverses, tu le sais, quand tu viens à Marseille, franchement, tu tires un corner, il n'y a pas de public, tu tires même un 6 mètres, tu as le public, tu sens que tu peux marquer en face. Non, mais c'est vrai. Bon, on va parler de l'OM Karabakh. Fabrice, tu étais à l'entraînement ce matin, veille de match, donc coup d'envoi de ce match c'est demain à 21h. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le groupe du coup? Le groupe va être assez simple à deviner puisque tout le monde était là ce matin. Des gardiens en joueurs de champ, tout le monde était là. Donc Sampaoli a l'embarras du choix pour sa composition d'équipe. Il a quand même donné un petit indice en conférence de presse tout à l'heure. Il a dit qu'il allait faire tourner assez largement son effectif, parce qu'il y a un enchaînement important avec la réception de Clermont, avec le match retour aussi à Bakou, avec 7 heures d'avion, 3 heures de décalage horaire. Donc ça a l'air d'être des conditions de déplacement qui l'inquiètent un petit peu. Donc il va faire tourner pour pouvoir essayer d'enchaîner au mieux possible. Steve Mandanda, logiquement, reviendra titulaire dans la cage. Et puis derrière, il devrait y avoir quelques changements. On a vu récemment que ça grinçait un petit peu des dents, qu'Alvaro n'était pas content de son sort, que Arkadiusz Milik aussi se posait un peu des questions. Donc je pense que les uns et les autres vont revenir dans le jeu à l'occasion de ce match de demain contre Karabakh. On va développer tout ça. Merci à Pierre-Antoine Trocero pour les images de l'entraînement de ce matin. Mais on va donner la parole à Jorge Sampaoli, justement, qui s'est exprimé sur ce match et cet adversaire. Je vais faire la traduction. La expectativa, primero, de conocerlo físicamente. Alors l'objectif, c'est aussi de les connaître un petit peu physiquement et de connaître aussi cette nouvelle compétition pour nous et pour tout le monde. Que no tengo la habitualidad de enfrentar. Moi personnellement, j'ai vraiment envie de la connaître parce que ça va aussi me permettre de connaître des nouveaux joueurs, des joueurs que je n'ai jamais affrontés. Donc c'est aussi un défi particulier pour mon apprentissage personnel. Como dije antes, en la etapa preparatoria Ensuite, concernant l'adversaire, donc Karabakh, c'est l'équipe qui, lors de la phase de groupe de cette compétition, a eu sûrement le plus de possession, alors qu'il y avait quand même des belles autres équipes, des grosses écuries comme la Roma ou le PSV. Voilà, notre objectif, c'est quand même de gagner demain, mais aussi de le faire dimanche. Donc, on continue de se préparer au mieux pour chaque match, essayer d'impliquer tout le monde pour chaque compétition, pour voir aussi jusqu'à quel point on est capable d'aller, que ce soit dans cette nouvelle compétition, mais aussi en Ligue 1. De involucrarnos a ver a qué punto podemos llegar en este torneo como en el otro. Les meilleurs joueurs, les joueurs qui sont le plus en forme joueront donc c'est demain mais également ce sera le cas pour dimanche et encore lors de la semaine prochaine, mercredi ou jeudi pour le match retour. L'une des grandes difficultés de cette compétition, ça va être aussi la distance qu'on va devoir parcourir avec ce voyage, mais la motivation reste la même. Que tiene que desarrollar, pero la motivación es la misma. Voilà, donc il pense au match de demain, mais il a quand même en tête le match de dimanche en championnat face à Clermont. Laurent, tu penses qu'il faut la jouer à fond, cette Ligue Europa Conférence ?
Ouais, ça, si tu joues pas, tu t'entraînes. Nous, on a toujours eu. Il faut avoir dans un coin de la tête de la remporter carrément. Oui, bien sûr. De toute façon, tous les matchs sont faits déjà pour. Il a raison, Sampaoli. Déjà, tu connais ton adversaire, c'est une chose. Mais surtout, tes joueurs en adaptation à un nouveau football. Tu vois, tactiquement, tu peux, comme on disait, tu peux essayer des choses. Puis je trouve que c'est important de faire des matchs. C'est important de faire des matchs. Mais c'est pas qu'un laboratoire. C'est une vraie compétition. Ah oui, non, bien sûr. De toute façon, moi je vais te dire une chose. Moi je suis partisan du fait que quand tu démarres avec des joueurs, tous les joueurs ont le niveau. Tous les joueurs ont le niveau. Nous, on considère bien sûr que... Mais une équipe, c'est avant tout une équipe. Hein. Tu en as un comme ci, un comme ça, un comme ça. Donc, c'est une équipe. Donc, quelle que soit l'équipe que tu alignes, logiquement, tu as une équipe compétitive. Donc, pour moi, il a une équipe compétitive. Donc, je trouve que, déjà, jouer, c'est bien, parce qu'il faut jouer. Hein. Quand tu joues une fois par semaine, on dit toujours, ouais, une fois par semaine, c'est mieux. C'est pas vrai, c'est pas mieux. Il vaut mieux. Sinon, tu t'entraînes, tu fais des sprints, tu fais une opposition. À faire une opposition, autant la faire contre Karabakh. Et puis, tous ces joueurs qui râlent, et c'est bien d'ailleurs quand il y a des joueurs qui râlent, c'est toujours bon signe. C'est bête à dire, mais c'est toujours bon signe. Quand il y a des joueurs qui râlent, c'est ton groupe, il vit, les mecs qui veulent jouer, ils veulent s'imposer, tu vois, ça crée quelque chose, ça crée une vraie vie autour de tout ça. Et c'est important. Moi, je trouve que dans tout ce qu'il dit, il a raison, il est important de la jouer à fond. Je suis content, vraiment, je suis content que Steve joue, parce que Steve est quand même un personnage de cette équipe-là, de ce club-là. Voilà, il a un vrai vécu à l'Olympique de Marseille et il mérite ce respect-là. Les choix, chacun fait le choix qu'il veut. Mais je trouve que c'est important que Steve existe encore parce que c'est quelqu'un d'important et j'espère qu'il fera la Coupe du Monde et c'est pour ça qu'il faut le faire jouer. Ça a été dur, sa situation, sa mise à l'écart comme ça, même si on n'enlève rien au talent de Pau Lopez, mais... Une mise à l'écart, elle est toujours difficile quand tu la comprends pas. Quand tu la comprends, elle est facile. Quand tu la comprends pas. Donc lui, je ne sais pas comment il a vécu le truc, mais c'est vrai qu'il a un âge aussi où il peut laisser la place. Après, il faut le comprendre. Maintenant, c'est un joueur qui devrait faire la Coupe du Monde. Et s'il veut faire la Coupe du Monde, il faut qu'il joue. Donc automatiquement, lui, il veut jouer. Mais après, c'est quelqu'un de très intelligent, de très intéressant. Mais c'est toujours dur. Hein. Quand il faut raccrocher, c'est toujours dur. Quand il faut laisser la place, c'est dur. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et Steve est quelqu'un voilà, qui émotionnellement vit le truc difficilement. Mais c'est un vrai pro, Tu le verrais jouer ailleurs qu'à l'Olympique de Marseille? Il aurait pu, hein. Il aurait pu faire ses 6 mois à Saint-Etienne. Moi, je le sais, il aurait pu faire 6 mois à Saint-Etienne. Je l'aurais vu avec le maillot vert sur le dos, avec tout ce que ça représente. Non, mais lui, l'avantage ici, qu'il a, c'est qu'il est gardien de but, il n'est pas obligé. Ouais. Mais oui, parce que le football, c'est ça aussi. Après, même pour un joueur aussi marqué mais oui, avec un club. Mais bien sûr, tu peux. Tu sais, c'est la personne qui est importante. Tu peux jouer, moi je dis tu peux jouer. L'important c'est de jouer au football. Il faut accepter les choses. Le football c'est du football, c'est que du football. Il faut arrêter, il ne faut pas aller trop loin non plus. Pas aller trop loin, il ne faut pas non plus. Lui, il ne peut pas jouer là, il est passé, il n'est pas là. Steve, pourquoi il aurait pu faire 3 mois, 4 mois, 5 mois tout à... Il aime Marseille, Steve. Il aime Marseille. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer parce qu'il veut faire aussi la Coupe du Monde. Et puis parce qu'il aime Marseille, il aimerait être dans les buts. Quand il prend un but, il a les boules parce que c'est. Voilà. Lui, il se dit je vais arrêter, moi. Faire amorti poitrine et tout. Non, mais bon, voilà. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais aimé, et j'aime. C'est bien qu'il le fasse jouer. Voilà, c'est bien qu'il fasse jouer. Du fait qu'il joue, il ira en Coupe du Monde. Ouais, et puis Steve a un comportement irréprochable, non, ça, jamais un mot plus haut que l'autre, il dit rien. Donc, il respecte vraiment l'institution et les choix. Puis il s'entraîne, il fait du paddle, il est bon au paddle, putain, il est chaud. Je l'ai vu une fois. Ouais, tu as vu un peu. Il a futé, franchement. Je ne sais pas s'il va pas mettre des raquettes demain à la place des pour arrêter de c'est simple. Hein. Non, mais je suis content. Je l'embrasse bien fort. Je suis content qu'il joue. C'est vraiment quelqu'un. Voilà, parce que le footballeur, c'est une. Tu sais, moi, j'avais un très bon recruteur, tu vois. On dit, il est bon, viens le voir jouer. Non, viens, on va manger. Discuter avec lui. À la fin, il dit, je le prends ou je le prends pas. Il n'a pas besoin de le voir jouer. Tu vois, c'est une personne, c'est important. La personne, elle est aussi importante que le talent du joueur. Donc, Steve, c'est une belle personne. Milik ou pas alors? Il était sur le banc à Metz au détriment de Dieng et Bakambu. Est-ce qu'il va démarrer la rencontre Alors, pour l'instant, on n'a pas encore d'infos totalement fiables. Hein. Moi, je pense qu'il va jouer aussi, qu'il va débuter. Et je pense qu'il va marquer, puisqu'en plus, les coupes lui réussissent particulièrement bien cette année, notamment la Coupe d'Europe. Donc, je pense qu'il va jouer et marquer. Combien de buts? 15 buts ou 14 buts, toutes compétitions confondues, Arkadiusz Milik? 14 buts, toutes compétitions confondues. C'est un sacré joueur, hein. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un attaquant de cette trempe à Marseille. Il me dit, je cherche un avançant. Lui, Dieng, c'est bon, Dieng aussi. Mais Milik, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Il a les mêmes stats que Drogba à l'époque. Hein. Ah ouais, je vous ai dit la semaine dernière, mais ça continue. Hein. Il a encore marqué. Ouais, c'est un phénomène. De n'importe quelle manière. Ouais. Mais lui, il va te le porter le groupe jusqu'au bout aussi. Tu sais, à un moment, les mecs, on ne sait pas, nous, on ne sait pas la gestion. C'est compliqué, une gestion de. C'est compliqué. Tu l'as mis sous pression et il va marquer des buts. Franchement, c'est un doué, quoi. C'est un doué.
C'est un doué. Après. J'ai des questions pour toi. Il y a Guy qui demande pourquoi il n'y a pas Rongier et Luis Enrique. Luis Enrique n'est pas qualifié, il ne figure pas sur la liste de la Ligue Europa. Et Rongier, a priori, est suspendu. On en parlait tout à l'heure avec Laurie. Donc c'est ce qui expliquerait son absence pour le match de demain. D'accord. Et H. Servietski, des infos sur la liste A et B? Parce qu'il y a 2 listes pour la Ligue Europa. Il y a 2 listes, ouais, notamment la B, c'est une liste qui contient que des jeunes, que des joueurs formés au club. Okay. Donc celle-ci contient tous les Bertelli, les soirées, etc. Je ne l'ai plus en tête exactement, mais voilà, c'est ça la liste B. Okay. Un mot sur l'affluence, Fabrice, avant de terminer notre émission. 20 000 personnes seulement attendues demain. Ouais, on est sur 20 000 personnes attendues seulement. Pourquoi ? Parce que l'affiche ne fait pas non plus rêver les supporters de l'Olympique de Marseille. Il n'y aura pas non plus beaucoup de supporters adverses, c'est très loin. C'est pas non plus un club qui est extrêmement médiatique, même s'il est très populaire chez lui. C'est le club le plus soutenu en Azerbaïdjan. Donc tout ça explique l'affluence de 20 000 personnes, ce qui est quand même pas mal, 20 000 personnes. Le problème, c'est que dans un vélodrome qui en contient 67, forcément, ça sonne creux. Mais sur un 16e de finale de Ligue Europa Conférence, contre une telle équipe, 20 000 c'est quand même pas mal. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le match dimanche contre Clermont avec 52 000 personnes attendues en revanche ce soir-là. Donc des fois les gens hésitent un peu entre les deux, c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc c'est ce qui explique cette affluence de 20 000. Mais peut-être que les 20 000 qui seront là seront encore plus contents d'être là pour le 8e de finale éventuel. Après il n'est pas exclu que dès demain, il y ait plusieurs personnes dans les virages qui prennent leur place. Moi j'ai pris la mienne aujourd'hui. Là je crois qu'il y en a 2005 dans le virage nord, 3000 dans le virage sud. Peut-être que demain, bêtement, les gens attendent le dernier moment pour prendre leur place et venir au match. On verra. Mais, bon. Ouais, tout est possible. Après, il y a d'autres paramètres à prendre en considération. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est toutes les histoires concernant le pass sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui ont eu leur pass sanitaire désactivé. Et pour en avoir discuté avec des supporters au cours des dernières heures, ils voulaient y aller, faire plaisir aux enfants, parce que c'est les vacances scolaires, donc tout le monde essaye un peu d'en profiter. Et du coup, ça n'a pas été possible à cause de ça. Donc il y a ça aussi qui peut un peu compliquer les choses. Ça va être un match compliqué pour l'Olympique de Marseille demain soir ? Ça va être c'est un peu une inconnue, cette équipe de Karabag. Sampaoli en a parlé tout à l'heure, il disait que c'est une équipe qui avait beaucoup de possession. Son entraîneur est un fan de Pep Guardiola. Bon, c'est pas le seul, c'est un peu la mode depuis quelques temps. Mais son équipe est surnommée le FC Barcelone du Caucase. Donc ça signifie quand même quelque chose, ça signifie que c'est une équipe qui veut avoir la possession. J'ai regardé les stats sur la phase de poule de Ligue Europa Conférence, c'est 60% de possession de balle. Donc a priori, c'est pas une équipe qui va venir et qui va mettre le bus derrière. Donc ça peut être sans doute plaisant à voir et ça peut bien correspondre aussi à l'Olympique de Marseille qui des fois a un peu plus de mal face à des équipes qui jouent très regroupées. Donc là, ça peut être un match un peu plus ouvert. Un mot, Laurent, pour terminer ou pas ? Ouais, c'était un plaisir de venir vous voir, franchement. Ouais. Ah ouais, c'était un régal. J'ai pris un bol d'air chez vous. C'est gentil. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. D'accord, je ne suis pas trop déconné, d'habitude je déconne plus. Mais bon. C'est vrai que ça a été très sérieux. Ah bah ouais, attends, on pose que des questions sérieuses. Non, c'était vraiment un plaisir, franchement. Ouais, merci en tout cas d'être venu, d'avoir fait la route jusqu'ici. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Merci Rod. Merci à toi. Merci Fabrice. Merci Laurie. OM Karabag, coup d'envoi à 21h demain soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Audrey Saintas à la réalisation assistée de Baptiste Lombard. À la semaine prochaine, ce ne sera pas moi sur ce fauteuil, mais Nicolas Goyer. On se retrouvera très bientôt. Très belle soirée à tous. Salut.